Dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley dans un monde futuriste décrit une civilisation loisir futile, gouvernée par la technoscience. De l'autre côté, George Orwell imagine dans 1984, des citoyens travailleurs placés sous l'œil et la botte de Big Brother privés de toute liberté. Et nous, à l'heure du triomphe de biotechnologie, des médias de masse et des réseaux sociaux, de quel côté risquerons-nous d'échouer? George Orwell ou Aldous Huxley? Hey. Ceci est la nouvelle Londres. Tout le monde est heureux à présent. Chacun est à sa place, il n'y a ni faim ni violence. Soyez les bienvenus dans la réserve. Il n'y a pas de souffrance là-bas, John. Chacun est à sa place, nul n'est jamais seul. C'est ce que j'ai toujours voulu pour toi. Vous êtes ici chez vous à présent. Adoptez cet endroit et laissez-le vous transporter. On n'est jamais seul ici, tout le monde est connecté. Oui, mais c'est pas la sang à force. Il lui faut quelqu'un comme vous, pour le guider, pour l'intégrer au corps social. Vous ne pouvez échapper à votre conditionnement comme nous tous. Rien de ce que vous verrez ne sera plus jamais comme avant. C'est vrai que tu connais le sauvage. Ici, personne ne se rend compte de la chance que vous avez. La vie de tout le monde est parfaite. Ce n'est pas réel. De quoi parlez-vous? De tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Si vous arrêtez d'en prendre, vous pourriez découvrir ce que vous ressentez. On doit arrêter le sauvage avant que cela nous dépasse. Ce qu'ils vous ont fait est inconcevable. Ce qu'ils vous feront, inimaginable. On va crever si on reste ici. Si tu n'es pas heureux, tu n'es rien du tout. Imaginez un monde globalisé, une planète sous étroite surveillance, où les hommes sont programmés, formatés, conditionnés pour accepter la servitude. Un monde de la désinformation, du mensonge généralisé, où 2 et 2 font 5, où la liberté n'est qu'une illusion. La réalité d'aujourd'hui est en phase de rejoindre la fiction d'hier. Il y a plus de 70 ans, 2 écrivains ont été les premiers à lancer l'alerte. Des écrivains visionnaires, Aldous Huxley et George Orwell, auteurs de chefs-d'œuvre du roman d'anticipation. Le meilleur des mondes, et 1984. Hypnobulé par la sombre vision de Orwell. Nous avions oublié une autre prophétie, un peu moins bien connue mais tout aussi inquiétante, celle d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Son jugement est sans appel, Orwell nous avertit du risque que nous courons d'être écrasés par une force oppressive externe. Huxley, dans sa vision, n'a nul besoin de faire intervenir un Big Brother pour expliquer que les gens seront dépossédés de leur autonomie, de leur maturité, de leur histoire. Il sait que les gens en viendront à aimer leur oppression, à adorer les technologies qui détruisent leur capacité de penser. Son plaidoyer en faveur de Huxley se fait alors plus précis, en s'appuyant sur des thèmes communs aux 2 ouvrages. Orwell craignait ceux qui interdiraient les livres. Huxley redoutait qu'il n'y ait même plus besoin d'interdire les livres, car plus personne n'aurait envie d'en lire. Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent, et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise, ils sont en sécurité, ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont conditionnés de telle sorte que pratiquement ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Son héros, Bernard Marx, est le seul à opposer une résistance à ce conformisme de masse. Une indépendance d'esprit qui s'explique par un accident lors de sa conception. Il se sentait un paria, et se sentant un paria, il se conduisait comme tel. Chose qui à son tour accroissait le sentiment qu'il éprouvait d'être étranger et solitaire. Bernard Marx tente de séduire la belle Lénina. Il l'emmène dans une réserve naturelle, loin du meilleur des mondes. Au cours de leur escapade, le couple rencontre un individu qui a échappé à toute forme de conditionnement, John, dit le sauvage. Dans son roman, Huxley imagine ainsi une usine à bébés. Y sont produits d'un côté les alphas, l'élite physique, intellectuelle et politique du meilleur des mondes. De l'autre, les epsilon, masse ouvrière fabriquée à la chaîne suivant les techniques du clonage. Nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs administrateurs mondiaux. Tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper.
le principe de la production en série enfin appliqué à la biologie. Qu'est-ce que j'éprouverais si j'étais libre? Si je n'étais pas asservi par mon conditionnement? N'avez-vous pas le désir d'être libre, Lénina? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je le suis libre. Libre de me payer du bon temps, le meilleur qui soit. Tout le monde est heureux à présent. Orwell craignait ceux qui nous priveraient de l'information. Huxley redoutait qu'on ne nous en abreuve au point que nous soyons réduits à la passivité et à l'égoïsme. Orwell craignait qu'on ne nous cache la vérité. Huxley redoutait que la vérité ne soit noyée dans un océan d'insignifiance. Avant de conclure, glaçant, Orwell craignait que ce que nous haïssons nous détruise. Huxley redoutait que cette destruction nous vienne plutôt de ce que nous aimons. 1984 face au meilleur des mondes. Depuis longtemps, Neil Postman n'est plus le seul à défendre le caractère visionnaire du « meilleur des mondes » face à un 1984 dont le mécanisme de répression brutale et le discours édifiant seraient aujourd'hui dépassés. Révolution biogénétique d'un côté contre totalitarisme à l'ancienne, de l'autre. Devise qui annonce notre monde postmoderne, communauté, identité, stabilité, contre lourds slogans oxymoriques auxquels on ne croirait plus guère qu'en Corée du Nord, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à réintégrer notre société. Premièrement, vous devez réaliser que le pouvoir est collectif. Seul, libre, l'être humain est toujours vaincu parce qu'il est voué à mourir. Mais s'il peut plonger dans le parti jusqu'à être le parti, alors il est tout-puissant et immortel. La liberté, c'est l'esclavage. L'esclavage, c'est la liberté. Le second point que vous devez comprendre est le pouvoir sur d'autres êtres humains. La destruction et la simplification des mots en font partie. Pour que les concepts de liberté politique et intellectuelle disparaissent, il suffit tout simplement d'en éliminer le nom. Un concept qui n'a pas de mots pour être exprimé n'existe plus. Nous réduisons le champ de la pensée, jusqu'à obtenir une pensée limitée, unique, dirigée. Nous créons un monde de peur, de trahison, de tourment. Le progrès dans notre monde sera le progrès vers plus de souffrance, vers plus de haine. Nous avons coupé les liens entre les hommes. Bientôt, les enfants seront enlevés à leurs parents à leur naissance. L'instinct sexuel sera éradiqué. Il n'y aura plus de loyauté qu'envers le parti. Il n'y aura plus d'amour qu'envers Big Brother. Il n'y aura ni art, ni littérature, ni science. Vous voulez une image de l'avenir? Imaginez une botte piétinant un visage humain, éternellement. Le triomphe et la terreur mêlés dans un monde parfait. La comparaison serait d'autant plus cruelle pour Orwell que, contrairement aux apparences, Le meilleur des mondes, publié en 1932, a précédé de 17 ans la parution, en 1949, de 1984. Certes, Huxley reviendra inlassablement à l'œuvre qui a fait sa célébrité. Il publiera, en 1958, Retour au meilleur des mondes, un essai qui analyse la pertinence des thèses énoncées 27 ans auparavant, à la lumière de la situation économique et politique de son temps. 1984, au contraire, fut la dernière œuvre écrite par Orwell avant sa mort. Il n'eut donc pas l'occasion de commenter le succès mondial, et parfois les interprétations maladroites ou discutables qui furent données de ce testament politico-littéraire de la part de l'écrivain engagé. Orwell dévoua toute sa vie au socialisme. Pourtant, il faudrait se garder de jugements trop hâtifs, car ses œuvres, de même que leurs créateurs, invitent à la comparaison, au-delà des différences qui les caractérisent. 1984 décrit un monde scindé en 3 blocs qui se livrent une guerre perpétuelle. La population est maintenue dans le dénuement, sous l'œil menaçant de Big Brother, incarnation d'un pouvoir répressif, bureaucratique et omniscient. La notion même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde. À toute fin utile, le mensonge sera devenu vérité. Je ne suis pas satisfait du livre, mais je n'en suis pas absolument mécontent. Je pense que l'idée est bonne, mais j'en aurais tiré un meilleur parti si je n'avais pas été malade.
Le téléécran captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. Il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas de moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. Il était vrai que Winston ne se souvenait de rien qui fût très différent. À aucune époque dont il put se souvenir avec précision, il n'y avait eu tout à fait assez à manger. Le mobilier avait toujours été bosselé et branlant, les pièces insuffisamment chauffées, les rames de métro bondées, les maisons délabrées, le pain noir. Rien n'était bon marché et abondant, à part le jean synthétique. On avait toujours dans l'estomac et dans la peau une sorte de protestation. La sensation qu'on avait été dupé, dépossédé de quelque chose à quoi on avait droit. Aucune émotion n'était pure, car elle était mêlée de peur et de haine. Leur embrassement avait été une bataille, leur jouissance, une victoire. C'était un coup porté au parti. C'était un acte politique. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances. Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. Rejeter le témoignage de ses yeux. Une idée reprise quasiment mot pour mot et parfaitement assumée par Donald Trump à Kansas City, dans un discours face aux vétérans américains. Et rappelez-vous juste, ce que vous voyez et ce que vous lisez n'est pas la réalité. Le meilleur des mondes, avec son état eugéniste, son bonheur érigé en dogme et sa société inégalitaire, organisée en caste, est un miroir inversé de l'utopie, de Thomas More. Le contrôle des naissances et la reproduction vivipare assurent la continuité génétique, alors que l'impossibilité de grossesse débouche sur une liberté sexuelle totale. La drogue, le fameux soma, entretient la population dans une passivité ouatée et irréductible à toute rébellion. Cette version futuriste du panem et circenses de la Rome antique forme un système clos et inapte à l'évolution. Une dictature soft. Pour George Orwell, l'expérience de la guerre d'Espagne est donc déterminante dans la rédaction de 1984. Blessé par une balle fasciste pendant la guerre d'Espagne, Orwell est ensuite traqué par des tueurs staliniens, d'où sa haine du petit père des peuples. Blessé par une balle fasciste puis traqué par des tueurs staliniens, Orwell en ressent une haine profonde pour le futur petit père des peuples, en qui il voit une incarnation du cauchemar totalitaire. Pour lui, l'histoire s'est arrêtée en 1936. Le Monde de 1984, rédigé au plus fort de la folie stalinienne, après la Seconde Guerre mondiale, est marqué par une répression et un contrôle omniprésent des individus, et le refus de toute fraternité. Si 1984 est souvent lu comme un pamphlet contre Staline, le fameux Big Brother est tout autant une référence satirique à la Volksgemeinschaft ou à la Brüderschaft des nazis, et à leur fausse fraternité, comite du communisme fraternel d'antan. Mon roman n'est pas une attaque contre le socialisme, précisera toutefois Orwell, peu de temps avant sa mort, en 1950. Il veut seulement montrer les perversions auxquelles une économie centralisée est exposée et qui ont déjà été partiellement réalisées dans le communisme et le fascisme. Je ne crois pas que la forme de société que j'ai décrite arrivera nécessairement, mais je crois, tenant compte évidemment du fait que le livre est une satire, qu'un phénomène de ce type pourrait arriver. Il ajoute, la scène du livre est située en Angleterre pour souligner le fait que les populations de langue anglaise ne sont pas meilleures que les autres et que, si on ne le combat pas, le totalitarisme peut triompher n'importe où. Chez Orwell, le pouvoir est toxique, chez Huxley, ce sont la drogue et le sexe. Les ressemblances entre Le meilleur des mondes et 1984 vont d'ailleurs bien au-delà d'un choix commun de situer leur action dystopique en Angleterre, comme l'a montré Peter Furtchow dans The End of Utopia, A Study of Aldous Huxley's Brave New World. Orwell et Huxley débutent leur roman par la présentation d'un fonctionnaire lambda des deux dictatures, Bernard Marx dans Le meilleur des mondes, Winston Smith dans 1984, qui préfère vivre en marge de ses semblables. L'annonce des slogans de l'État mondial et de l'Océanie se fait dès les premières pages des romans. Les sociétés des deux œuvres sont hiérarchisées selon une division entre deux classes, les gouvernants et les gouvernés.
Les gouvernements ont restreint la recherche en sciences et en technologie à des limites qui garantissent la stabilité de l'État, et ont supprimé toute trace dans les mémoires des événements ayant précédé leur instauration. Chez Huxley, toutefois, le passé n'est plus reconnu comme tel, l'année 0 et 1908 date de la création de la Ford T, alors que dans 1984, il est tout simplement réécrit. La manipulation du langage doit enfin permettre de rendre impossible toute pensée non orthodoxe dans ces deux mondes, afin qu'il n'y ait plus de mots pour formuler une révolte et envisager une réalité différente. Surtout, l'obsession des deux régimes est de supprimer toute forme de relation intime entre les individus. La dictature soft de Huxley, entretenue par la drogue, s'oppose à celle d'Orwell, marquée par une répression et un contrôle sans faille des populations. Dans 1984, c'est ce que dit O'Brien, le symbole du pouvoir, lorsqu'il torture Winston, couper les liens entre enfants et parts, entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la femme. Plus personne n'ose faire confiance à sa femme, à son enfant ou à son ami. Cela devint l'un des leitmotifs de la révolution culturelle, maoïste ou de celle des Khmers rouges qui entendaient créer un homme nouveau. Dans Le meilleur des mondes, la disparition de la famille est défendue par un administrateur de l'État mondial, Mustapha Meunier, l'équivalent d'O'Brien. Tous deux ont d'ailleurs un rapport à la rébellion comparable. Meunier est un ancien intellectuel qui a renoncé au savoir critique pour accepter son nouveau poste. Il manipule John le Sauvage, le dernier homme naturel, le seul à avoir été non produit mais engendré, en le confrontant à un système de valeurs qui lui est inconnu. O'Brien, qui considère Winston comme un alter ego, semble avoir préparé depuis très longtemps le basculement vers la révolte de ce dernier, pour mieux observer ses réactions. Selon Peter Furtshaw, qui atténue donc l'opposition entre les deux romans, le principal agent toxique selon Orwell est le pouvoir, alors que pour Huxley ce sont la drogue et le sexe. Le choix du pouvoir conduit à une stabilité portée sur la répression. Le choix du sexe, à une stabilité portée sur le plaisir. Le but est le même, seuls les moyens sont différents. Précisément, notre monde ne recèle-t-il pas le pire de ce qu'avaient envisagé, séparément, ces deux grands visionnaires, contrôle brutal des médias et désinformation, abandon aveugle aux nouvelles technologies et contrôle systématique de la vie privée, omniprésence de la violence d'État et règne des plaisirs aliénants. Dans un écrit de jeunesse datant de 1965, Stephen Greenblatt, professeur en humanité à l'université Harvard, signait une étude sur 3 satiristes modernes. 2 d'entre eux ne sont autres que Huxley et Orwell, 3 modernes satiristes, Wo, Orwell, and Huxley. Pour Greenblatt, les satiristes sont réunis dans la conviction qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans la société, mais leur vision des sources de la folie et du mal diffère radicalement. Comme Orwell, Huxley voit la déshumanisation comme une force universelle et irrésistible. En tant que satiriste, il crée les images d'un cercle démoniaque de déshumanisation, de futilité et de folie, et exprime une vision du monde cohérente et stable. Alors vivons-nous dans l'univers de 1984, ou dans celui du meilleur des mondes, à moins que ce soit une sorte d'hybride des deux. Un pays aujourd'hui est une parfaite synthèse des deux romans, entre surveillance de masse et société high-tech, entre régime totalitaire et paradis consumériste. La Chine incarne parfaitement le meilleur des mondes orwelliens. Que vous soyez dans la rue, dans les transports, chez vous, Big Brother vous regarde.